Tout le monde a au moins une fois entendu parler, dans sa vie, de la très célèbre histoire de la malédiction dans la tombe de Toutankhamon. Si l'affaire fait le buzz à l'époque, l'histoire continue à fasciner et piquer l'intérêt des gens. Lors d'une interview sur France Info, à l'occasion de l'exposition Toutankhamon à la Villette, ce fut d'ailleurs l'une des premières questions qui m'a été posée. Alors oui, il y a bien eu une malédiction dans la tombe la plus célèbre de l'Égypte antique, mais pas celle que vous croyez. Avant de rappeler le contexte de la découverte officieuse de la tombe de Toutankhamon le 22 novembre 1922, il est important de présenter les deux protagonistes de l'histoire, Howard Carter et Lord Carnarvon. Howard Carter est un égyptologue anglais né en 1874 en Angleterre. Il est le petit dernier d'une famille qui compte déjà 10 enfants. De santé fragile, il ne peut aller à l'école et suit des cours particuliers à la maison. Alors âgé de 16 ans, il accompagne son père, un talentueux peintre, au domicile de Lord Amherst d'Hackney, un noble anglais qui possède la 3e collection égyptienne la plus importante du pays. Le jeune Howard découvre la fascinante civilisation égyptienne et se lie d'amitié avec Lady Cecil, la fille de Lord Amherst, qui deviendra l'une des premières femmes égyptologues. C'est elle qui l'introduit auprès du cercle très fermé et huppé des égyptologues anglais du moment et lui obtient un poste comme dessinateur auprès de l'Egypt Exploration Society. À 17 ans, Howard Carter devient le plus jeune membre de cette très célèbre société d'histoire et d'archéologie. En Égypte, Howard Carter travaille d'abord comme dessinateur pour le compte de plusieurs missions de fouilles, avant d'être nommé inspecteur des antiquités pour le compte du service des antiquités de l'Égypte. En 1907, Gaston Maspero, alors à la tête de cet organisme, lui fait rencontrer Lord Carnarvon, un noble anglais qui souhaite s'associer à un professionnel pour débuter des fouilles en Égypte. Les deux hommes s'entendent à merveille et il est décidé qu'ils travailleront ensemble. Howard Carter souhaiterait pouvoir explorer la vallée des rois, mais la concession est déjà prise et lui faut attendre 1914 et l'aube de la Première Guerre mondiale pour obtenir enfin le précieux permis de fouiller. Débute alors une campagne de fouilles dans l'optique de retrouver la tombe du roi Toutankhamon. Une aventure passionnante, mais longue et peu fructueuse. Alors que Lord Carnarvon lui a signifié qu'il ne souhaitait plus financer une 8e campagne, et on peut le comprendre, Howard Carter réussit à le convaincre de lui accorder une année supplémentaire. Au 5e jour de cette ultime saison de fouilles, le 4 novembre 1922, les ouvriers annoncent à Howard Carter que des marches ont été exhumées. Et dans le secteur, qui dit marche dit forcément une tombe. Un télégramme est envoyé au château de Lord Carnarvon à Highclere, une somptueuse demeure que ceux qui ont suivi la série Downton Abbey auront immédiatement reconnue. Lord Carnarvon lui répond qu'il se met en route et qu'il sera accompagné de sa fille Lady Evelyn, férue d'histoire et d'archéologie. George Edward Stanhope Molyneux Herbert Carnarvon est un noble anglais passionné de voyage et de sport, né en 1866. Il est la 2e personne à avoir officiellement obtenu le permis de conduire en Angleterre. En fait, la première, car le premier permis de conduire fut gracieusement octroyé à Sa Majesté la Reine Victoria, qui n'eut même pas à le passer. Cela ne l'empêche pas d'avoir un accident de voiture à l'âge de 34 ans. À sa décharge, c'est son chauffeur et non lui qui conduisait. Durant un temps, il est aveugle et souffre par ailleurs d'un enfoncement de la cage thoracique, d'importantes brûlures aux jambes, de fractures à la mâchoire
et ses bras sont démis. Lorsque son médecin lui préconise une convalescence sous un climat chaud et sec, Lord Carnarvon décide de s'installer en Égypte en 1903. Sur place, il prend contact avec Gaston Maspero pour jouer les apprentis archéologues et rencontre Howard Carter. Suite à un télégramme lui annonçant la découverte d'une tombe par son collaborateur, il part pour l'Égypte avec sa fille. Le 24 novembre 1922, les ouvriers déblayent officiellement cette tombe en présence de l'égyptologue Reginald Engelbach, le représentant officiel du service des antiquités de l'Égypte. À ce moment-là, personne ne sait s'il s'agit bien de la sépulture royale de Toutankhamon. Très rapidement, les ouvriers dégagent les gravats qui cachaient jusque-là l'entrée de la tombe. Et après qu'Howard Carter ait pris des photos et fait des relevés des sceaux de la nécropole qui estampillent un peu partout l'entrée murée, ces hommes démontent la porte de briques de boue séchées. De l'autre côté, un couloir a été rempli jusqu'au plafond de gravats et de larges pierres. Il est décidé que Reginald Engelbach reviendra lorsqu'il aura été entièrement dégagé. Sauf que le 28 novembre, quand Howard Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Arthur Callender, un égyptologue de la mission, se retrouvent devant une deuxième entrée murée, le représentant des autorités égyptiennes n'est pas prévenu tout de suite. S'ensuit une scène devenue célèbre. Howard Carter fait un trou dans le mur de briques, passe la tête, une lampe et demeure stupéfait d'admiration. La seule chose qu'il arrivera à dire à ses acolytes qui le pressent de raconter ce qu'il voit, « Je vois des merveilles ». Mais il ne se contentera pas de les voir. Il agrandit suffisamment le trou pour que les 4 explorateurs puissent pénétrer dans l'antichambre. Bien avant donc la découverte officielle, ces 4-là sont déjà rentrés dans la tombe et ont visité les 4 pièces. L'antichambre, la chambre funéraire, la salle du trésor et peut-être aussi l'annexe. Vous voulez en savoir plus? Je vous livre tous les détails de leur excursion secrète dans la vidéo 5 anecdotes sur la tombe de Toutankhamon. Lors de l'inauguration officielle de la tombe le lendemain, d'autres personnes pénètrent dans les lieux sacrés. Et le monde entier apprend que la tombe du roi Toutankhamon a été découverte avec des centaines d'objets précieux à l'intérieur. Rapidement, la silencieuse vallée des rois est investie par des centaines de curieux locaux, des journalistes et bien évidemment des touristes. Le 16 février 1923, les équipes d'Howard Carter et Lord Carnarvon pénètrent dans la chambre funéraire du roi. Quelques jours plus tard, la tombe est fermée pour permettre aux fouilleurs de se reposer un peu, et Lord Carnarvon, dont la santé déclinante inquiète son entourage, part se reposer à Souan, loin de la cohue médiatique qui règne à Luxor. C'est là qu'il se fait piquer à la joue par un moustique, la chose la plus banale qui soit en Égypte. De retour à Luxor le lendemain ou surlendemain, il se coupe malencontreusement à la joue en se rasant, juste à l'endroit de la piqûre du moustique. Il n'en faut pas plus pour déclencher une infection à laquelle il ne survivra pas. Le 5 avril 1923, considérablement affaibli par l'infection, il est finalement emporté par une pneumonie au Caire, où il a été rapatrié en urgence. Sa mort soudaine déclenche alors la plus célèbre histoire de malédiction au monde. Le 24 mars 1923, le Daily Express rapporte les propos apparemment prophétiques de la célèbre auteure de livres à succès du moment, Marie Corelli. Je ne peux pas m'empêcher de penser que des risques sont courus, en violant le dernier sommeil d'un roi d'Égypte, dont la tombe est particulièrement et solennellement gardée, et en lui dérobant ses biens. Dans l'un de ses ouvrages, elle parlait justement d'une sombre malédiction et l'actualité lui donne l'occasion de refaire surface dans les médias. La mort abattra de ses ailes celui qui entrera dans la tombe d'un pharaon. Coïncidence ou hasard, à la mort de Lord Carnarvon, ses propos ressurgissent, légèrement actualisés. La mort viendra frapper celui qui touchera la tombe du pharaon. Médias et auteurs s'emparent avec délice de la sombre mais moderne prophétie et vont jusqu'à raconter qu'Howard Carter aurait lui-même vu et détruit cette inscription dans la tombe. Bien vite, un amalgame fut sciemment établi entre les formules de ce que l'on appelle l'appel aux vivants ou l'appel aux passants en égyptologie et cette prétendue malédiction qui aurait été écrite
à l'entrée de la tombe du jeune roi. L'appel aux vivants est une formule que l'on rencontre à l'entrée de certaines tombes de dignitaires de l'Ancien Empire, l'époque des premières pyramides, que l'on appelle les mastabas. Elle interpelle celui qui passe à proximité et l'invite à entrer dans la tombe pour prononcer une prière ou au moins le nom du défunt. Les nobles avaient la crainte de finir oubliés des dieux et de disparaître à jamais si leur nom tombait dans l'oubli. La formule promettait donc aux passants que le défunt, propriétaire de la tombe, intercéderait en sa faveur auprès des dieux s'il réalisait son vœu. Mais attention à celui qui pénétrait dans la tombe avec de mauvaises intentions. On lui promettait la corde qui l'étranglerait, la flamme qui le brûlerait, l'eau qui le noierait, une rencontre peu engageante avec un crocodile, etc. De là à qualifier cette formule de malédiction, il n'y avait qu'un pas que beaucoup franchirent allègrement, et notamment plusieurs des journalistes qui commentèrent le décès de Lord Carnarvon. Comme Lord Carnarvon, Howard Carter avait décidé, moyennant une importante rétribution, d'accorder l'exclusivité de la découverte au journal anglais le Times, on imagine sans peine la frustration des dizaines de journalistes qui voyaient sortir jour après jour de fabuleuses pièces de mobilier sans pouvoir les présenter ou les commenter. Dès le lendemain du décès de Lord Carnarvon, des médias du monde entier émettent l'hypothèse d'une possible malédiction ayant entraîné la mort de Lord Carnarvon, lançant ainsi l'une des plus retentissantes fake news de l'histoire. Sa mort fut en fait une véritable aubaine et bénédiction pour tous ces journalistes qui avaient enfin un scoop aussi croustillant que macabre à raconter à leurs lecteurs. L'histoire de la malédiction traversa les mers et les océans. De l'ouvrier aux hautes sphères de l'État, tout le monde se passionna pour cette mort mystérieuse qui suivait la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Il fallut donc logiquement trouver d'autres victimes pour alimenter ce précieux filon. À en croire les médias, au total, cette malédiction aurait fait pas moins de 27 victimes en une dizaine d'années. Si bien sûr, on est d'accord pour écarter de la liste les décès supposément mystérieux d'égyptologues comme Jean-François Champollion, à qui certains attribuèrent pourtant la responsabilité à ce pauvre Toutankhamon. En 1934, l'égyptologue américain Herbert Winlock, conservateur adjoint au Metropolitan Museum of Art de New York, et l'un des rares amis d'Howard Carter, décide en vain de faire une liste des supposées victimes pour tenter de mettre un terme à la supercherie. Mais quand les gens ont envie de croire, on peut leur apporter les preuves que l'on veut, cela ne sert à rien, puisqu'ils ont décidé et besoin de croire. Voici ses conclusions et sa démonstration. 1. Si la malédiction avait frappé les gens qui avaient pénétré les premiers dans la tombe, il y aurait eu 26 victimes. Or, en 10 ans, seulement 6 des 26 personnes qui sont entrées dans la tombe en premier sont mortes. Je mets un bémol à ce premier point, car Herbert Winlock a établi son constat sur la base de l'ouverture officielle de la tombe. Or, ainsi que nous l'avons vu, les premiers à y être entrés officieusement sont Howard Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Arthur Callender. En dehors de Lord Carnarvon, les 3 autres sont décédés bien plus tard. 2. Si la malédiction avait frappé les gens qui avaient assisté à l'ouverture du sarcophage, il y aurait eu 22 victimes. Or, une seule est décédée dans les 10 ans qui ont suivi. 3. Si la malédiction avait frappé les gens qui avaient pratiqué l'autopsie de la momie royale, il y aurait eu 10 victimes. Or, aucune n'est à déplorer 10 ans après les faits. Je m'arrêterai à ce dernier constat qui prouve de façon magistrale, s'il en est encore besoin, qu'il n'y a jamais eu de malédiction. S'il y avait eu une malédiction, la première personne qui en aurait été frappée aurait été logiquement Howard Carter, et pour plusieurs raisons. C'est lui qui veut trouver la tombe de Toutankhamon. C'est lui qui convainc Lord Carnarvon de financer ses fouilles. C'est lui qui entre en premier dans la tombe. C'est lui qui sort la momie de Toutankhamon de son repos éternel et, bien plus grave encore, c'est lui qui abîme le corps momifié en l'exposant à plus de 60 degrés Celsius pour essayer de faire fondre la résine noire qui a noyé le cercueil en or dans la cuve du cercueil en bois doré qui le contenait. C'est également lui qui arrache la tête pour en détacher plus facilement son célèbre masque. Et enfin,
C'est lui qui ordonne le dépeçage de la momie pour dégager plus facilement le corps et les bijoux. Les membres de Toutankhamon seront découpés au niveau des épaules, des coudes, des poignets, du tronc et des pieds. C'est un scandale absolu et rien que les dommages irréversibles causés au corps de la momie montrent bien que s'il y avait vraiment eu une malédiction, c'est Howard Carter qui en aurait fait les frais en premier, suivi des deux bourreaux du roi, le docteur Douglas Derry, professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Castle Hayne au Caire, et le docteur Saleh Bey Hamdi, ancien directeur de cette même faculté. La vraie victime dans l'histoire, c'est le pauvre Toutankhamon, et on peut vraiment dire qu'il a été maudit de tomber sur un fouilleur tel qu'Howard Carter. Vous voulez en savoir plus? Je consacre tout un chapitre au sujet dans mon livre La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor. Salut, c'est Ariane Brodier. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker Toutankatube.